Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer la partie de cours sur la France de Vichy et la collaboration, et donc faire la partie sur la collaboration. Mais je suis revenue juste un instant sur la première partie, une dictature conservatrice, pour remettre les idées en place, mais normalement, vous l'avez déjà dans le cours. Donc, on a vu qu'il y avait la mise en place d'une dictature avec tous les pouvoirs qui sont donnés au chef de l'État, qui est le maréchal Pétain, et qui avait la volonté de mettre en place une nouvelle idéologie, l'idéologie de la révolution nationale, avec vous avez étudié donc cette affiche de propagande, donc la correction est sur le cahier de texte, heu l'idée à retenir, c'est que le régime de Vichy accuse, l'ancien régime, qui était la 3 République, d'être un régime instable et décadent et d'être donc responsable de la défaite de la France, hein. On est dans un contexte où, la France a perdu face aux armées allemandes et donc, le régime de Vichy va s'appuyer sur des valeurs, réactionnaires, conservatrices, c'est-à-dire, des valeurs traditionnelles qui s'opposent au progrès. Souvent, quand on parle de valeurs réactionnaires, ça implique un retour en arrière pour, par exemple, les droits, les libertés des populations, et donc ces valeurs sont incarnées par, la devise qui est, travail, famille, patrie. Donc voilà, c'est la base de la société. J'avais voulu donner un exemple, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu repartir là. Par exemple, famille, qu'est-ce que ça veut dire par famille? Eh ben, on considère que, la femme doit être au foyer, qu'il faut, arrêter le travail des femmes, et donc là, vous avez une affiche de propagande du régime de Vichy, hein. On voit une petite fille qui s'occupe d'une poupée, maintenant un jeu, plus tard une mission. L'objectif de la femme, c'est d'avoir des enfants, pour qu'ils puissent devenir plus tard des soldats. Donc, la femme doit être au foyer, elle doit être mère, elle doit s'occuper d'enfants, et c'est son seul rôle dans la société. Donc voilà, c'était juste pour donner un exemple sur ce qu'on entend par réactionnaire, par exemple contre, l'égalité des hommes et des femmes. Heu donc l'ensemble de l'idéologie, hein, qui va beaucoup plus largement, mais ça, vous l'avez dans la correction, hein, sur le rapport, à l'ordre, le rapport au métier, on va dire de l'artisanat, et puis forcément une mise en valeur de la nation, de la patrie, du pays. Voilà, tout ça, ça fait l'objet d'une intense propagande, notamment appuyée sur des affiches. Mais ça, voilà, vous avez, la correction. Là, cette vidéo, l'objectif, c'est de voir la partie sur la collaboration avec l'Allemagne. Collaboration, hein, c'est un mot qui est chargé, de sens en histoire. Je vous ai mis une définition ici, hein, donc vous pouvez faire une pause et la copier. La collaboration, c'est la politique de coopération, donc de vouloir travailler avec, sur le plan administratif, économique, militaire et policier. Donc, cette volonté de coopération se fait avec l'Allemagne nazie, et elle est pratiquée par le gouvernement de Vichy entre 1940 et 1944. Donc collaboration, c'est un terme qui est plus large, hein, mais historiquement, c'est, chargé, et donc là, vous avez une définition, qui est voilà, dans ce contexte historique. Une politique de coopération administrative, économique, militaire et policière avec l'Allemagne nazie pratiquée par le gouvernement de Vichy entre 1940 et 1944. C'est un terme que Pétain utilise lui-même, hein. Il dit qu'il va collaborer avec l'Allemagne nazie, hein, il emploie ce mot dès, octobre 1940. Il y a un moment, en fait, qui marque un peu le début de cette politique de collaboration, c'est la rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire, c'est le nom de la ville où ils se rencontrent, le 24 octobre 1940. Vous voyez sur cette photographie, hein, une poignée de main qui montre leur accord, hein. Ils se sont mis d'accord sur, certains éléments de gestion, bah, de la France, de la zone entre guillemets «libre», dirigée par le régime de Vichy. Voilà, ils sont quand même d'accord sur comment faire. Alors on va, détailler 2 exemples de collaboration. On a vu que ça prenait plusieurs aspects. D'abord la collaboration économique, et donc la collaboration économique, donc vous pouvez faire, 2 tirets, hein, si vous voulez. Elle va se traduire notamment par la mise en place du STO, du service du travail obligatoire. Vous l'avez ici écrit en bleu. Le service du travail obligatoire, il est mis en place en 1943, et l'objectif, c'est d'aller faire travailler les jeunes hommes en âge de travailler, dans les usines en Allemagne pour, aider à l'effort de guerre allemand, puisque l'Allemagne est encore en guerre et a besoin, de ses soldats, dans les armées. Donc l'idée, c'est de prendre la population, des pays, alliés ou annexés pour travailler dans les usines. Donc c'est un service du travail obligatoire, hein, on laisse pas le choix aux jeunes Français s'ils veulent ou pas aller en Allemagne, ils sont obligés d'aller travailler dans les usines allemandes.
Donc là, vous avez une affiche, hein, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de propagande par affiche sous le régime de Vichy, pour essayer d'inciter les jeunes à aller travailler en Allemagne. Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France. Donc ça peut paraître un peu, contradictoire, j'espère pour vous, hein, de dire, «Pour la France, je travaille en Allemagne». Mais voilà, c'est le message qui est envoyé à ce moment-là. Heu, Ça, c'est le premier aspect, l'aspect économique. Mais on va développer surtout le deuxième aspect, c'est la collaboration, pour la discrimination et la déportation des juifs. Qui est le fait d'un régime qui est antisémite. On va parler de ce texte dans un instant, hein, mais déjà voilà, la deuxième grande idée, c'est la collaboration pour la discrimination et la déportation des juifs, qui commence en fait dès que le régime est mis en place, donc dès octobre 1940, hein, quelques mois après, donc 3 mois après la mise en place officielle du nouveau régime, il y a la mise en place de lois antisémites. Là, vous voyez, hein, loi du 5 octobre 1940, c'est un document qui est dans votre manuel. Et on voit, hein, je vous laisse si vous souhaitez le lire, mais j'ai encadré le plus important, hein. L'accès et l'exercice des fonctions publiques sont interdits aux juifs, donc on empêche les juifs d'exercer certains métiers. Et là, vous avez en plus, non seulement la fonction en plus publique, mais en plus toute une liste, de métiers que les juifs n'ont plus le droit d'exercer. Alors je vais pas vous lire tous, hein, mais vous voyez, directeur, rédacteur de journaux, les gens qui travaillent dans les films, dans les salles de théâtre, en fait tout ce qui relève un peu des médias et des postes à responsabilité, directeur ou administrateur. Et ben, tous ces métiers sont interdits aux personnes juives. Donc on est dans des lois de discrimination qui sont très fortes, des lois antisémites. Alors, il y a un point qui est à noter, c'est que ces lois, ce n'est pas une demande d'Hitler. Hitler n'écrit pas au maréchal Pétain en disant: «Est-ce que vous pourriez interdire aux juifs, d'être, dans tel métier?» Non, ça c'est une décision de Pétain qui se fait, heu, avant, ou en tout cas sans qu'il y ait une demande, de l'Allemagne nazie. Ça donne des images qui sont assez marquantes, hein. Vous voyez, par exemple, hem, on interdit certains lieux publics aux enfants juifs. Ici, un parc à jeux, hein, une aire de jeu, vous voyez, avec des jeux pour les enfants. Et ben, c'est réservé aux enfants, oui, mais interdit aux juifs, donc pas interdit aux enfants juifs. Donc ça, on voit quand même cette propagande qui est, c'est pas que de la propagande, justement, une discrimination qui va dans tous les aspects de la vie. Ça, c'est une chose, hein, cette discrimination, mais ça va encore plus loin. Le régime de Vichy, il participe aussi directement à la déportation des juifs. Et là, vous voyez sur cette carte, les camps français d'internement. C'est-à-dire qu'il y a des camps, alors pas des camps de concentration, pas des camps d'extermination, mais des camps d'internement, c'est-à-dire on va déporter des juifs dans ces camps-là, en attendant qu'ils soient ensuite déportés vers les camps de concentration et d'extermination. On va dire c'est une étape du processus, de déportation et d'extermination auquel ces camps participent, hein, puisqu'ils sont des lieux de rassemblement des personnes juives avant, d'être, déportés vers les camps de concentration et d'extermination. Et en plus, oui, regardez quand même, prenez le temps de regarder cette carte, ils sont nombreux. C'est pas un ou 2 camps en France, il y a beaucoup, beaucoup de camps qui vont être, construits pour, déporter, alors je dis les juifs, hein, mais rappelez-vous, c'est pas que les juifs qui sont déportés, tous les opposants politiques, les résistants, heu, les, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, hein, c'est toutes ces personnes qui sont, potentiellement déportées. Le plus important, celui que si vous devez retenir un nom de ces camps d'internement en France, c'est le camp de Drancy. Le camp de Drancy, vous l'avez, ici, hein, à proximité de Paris. C'est le plus grand des camps et voilà, c'est un nom important. Il y a, un événement qui a été particulièrement marquant concernant la déportation des juifs en France, c'est ce qu'on appelle la rafle du Veldiv. Alors bon, bah, vous avez la vidéo, donc vous avez pas les extraits de films. Il y a un film qui s'appelle La Rafle qui a été, pour raconter cet événement. Donc si vous avez, le temps et l'envie, vous pouvez le regarder. Ça permet de voir avec des images un peu comment ça s'est passé.
Mais, l'idée je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant la rafle du Vel d'Hiv, donc ça c'est enfin c'est historique, hein, mais c'est repris dans un film, mais c'est historique. Ça se passe, entre le 16 et le 17 juillet 1942 et une rafle, RAFLE, c'est une arrestation massive de juifs et donc cette arrestation massive, elle se fait en France et ils arrêtent environ 13 000 personnes. 13 000 personnes, c'est énorme et ils arrêtent tous les juifs qu'ils ont sur leur liste, c'est-à-dire y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, enfin et les hommes, tout le monde et on estime que sur ces 13 000 personnes, c'est un tiers d'enfants et ils sont rassemblés dans un endroit où est-ce qu'on peut accueillir, 13 000 personnes? Et ben, c'est par exemple les stades, et là, c'est le stade du Vélodrome d'hiver, d'où le nom du Vel d'Hiv, hein. Vel, c'est l'abréviation de Vélodrome et donc ils ont rassemblé, 13 000 personnes dans le Vélodrome d'hiver. Ça, c'est une arrestation qui se fait sous l'ordre du régime de Vichy, alors sous la demande d'Hitler cette fois, hein, qui demande, à ce qu'il y ait un certain nombre de juifs qui soient déportés et c'est le régime de Vichy qui organise et donc c'est des policiers et des gendarmes français, hein, qui font ces arrestations. Et ils gardent, les 13 000 personnes pendant 5 jours dans le Vélodrome, dans de très, très mauvaises conditions, hein. Faut imaginer 13 000 personnes qui se retrouvent déjà sans eau, sans nourriture, les sanitaires sont pas prévus pour autant de gens, pas aussi longtemps en tout cas, donc il y a beaucoup de gens qui sont malades ou qui meurent, heu et ensuite ils sont déportés dans les camps d'extermination. Je vous ai dit 13 000 personnes, il y en a moins d'une centaine de ces personnes qui ont été déportées qui vont survivre à la fin de la guerre et aucun des enfants, hein. Vous avez un tiers des enfants, aucun qui survit. Donc une déportation massive, terrible, qui donc s'appelle la rafle du Vel d'Hiv et donc qui illustre la collaboration, bah, de l'État français. Et si on parle de collaboration, c'est pas seulement la collaboration de l'État, il y a aussi la collaboration d'une partie des Français, des individus, hein, qui, soutiennent l'occupant nazi. Alors ça peut être, soit par, volontairement, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent être d'accord avec l'idéologie, nazie, mais ça peut être aussi par peur. On va par exemple, je dis «on», des Français vont dénoncer, des Juifs qu'ils connaissent, parce que, soit ils pensent que c'est une bonne chose de dénoncer des Juifs, soit parce qu'ils ont peur que s'ils ne les dénoncent pas, il y ait des conséquences sur eux. En tout cas, une partie des gens, hein, c'est pas une majorité, hein, mais c'est quand même, une partie de la population qui va dénoncer des juifs qui vont être ensuite être déportés. On estime qu'il y a eu entre 3 et 5 millions de lettres de dénonciation qui ont été envoyées pendant la guerre, donc c'est, loin d'être négligeable. Il y a eu vraiment une participation d'une partie de la population. Donc voilà, pour, la France de Vichy, et sa participation, hein, à la déportation avec la collaboration. On va voir, dans cette partie, la question de la France libre et de la résistance. Donc 2 attitudes différentes, hein, celle de la collaboration de l'État et puis une partie de ceux qui vont, s'opposer. Alors, pour cette partie-là, je vous avais demandé de compléter ce document à l'aide du manuel et de vos recherches. Donc, on va revenir sur les différents éléments et faire la correction à l'aide de la vidéo. Donc, prenez au fur et à mesure la correction. Donc, la première idée, hein, c'est que la résistance, elle se crée suite à l'appel du 18 juin et c'est un mouvement d'opposition à la domination des forces de l'Axe, donc notamment de l'Allemagne nazie, mais aussi bah, éventuellement de l'Italie. Ça, c'est une définition à connaître, hein. Elle est en haut, mais elle est à connaître sur là. La résistance, elle est séparée en 2 grands mouvements. Les FFL et donc les forces françaises libres, on va en parler juste après, et la résistance intérieure. L'une, s'organise à l'extérieur sous, la domination du général de Gaulle et l'autre à l'intérieur de la France et on va entrer un peu en détail. Donc les FFL, c'est les forces françaises libres. La définition que vous avez dans votre manuel, c'est les forces armées ralliées à la France libre sous l'égide, c'est-à-dire sous la direction du général de Gaulle. Donc ce qui est important, c'est, que, c'est des forces armées qui continuent à se battre pour la libération de la France et qui sont dirigées par le général de Gaulle. Ça, c'est important, c'est de Gaulle qui est à la tête de ces forces françaises libres. Leur symbole, c'est la croix de Lorraine. Vous avez peut-être déjà vu, cette croix sur des monuments aux morts, par exemple. C'est le symbole de ces forces françaises libres. Elles sont créées en 1940. Ça, donc je vous ai mis, le cadre où vous pouvez noter, si vous le souhaitez, la correction et ensuite l'autre, détail de la correction, donc je vous ai demandé, leurs actions et leurs zones d'action. Alors que font ces forces françaises libres? Et ben, en fait, elles participent au combat à côté des alliés, donc les alliés, hein, notamment le Royaume-Uni, mais aussi l'URSS,
et quelques autres pays et donc ils vont se joindre au combat, ils vont continuer la guerre et ces combats vont notamment avoir lieu en Afrique et donc une des spécificités, hein, c'est pour ça les zones d'action, c'est que ça a lieu hors du territoire français. Il y a une bataille il y en a même eu 2 mais on f qu'il y en a une à retenir, c'est la bataille enfin il y a eu plein de batailles, mais il y en a eu 2 à El Alamein. Si vous devez retenir qu'une action des forces françaises libres, c'est la bataille d'El Alamein, en Tunisie. Alors je prononce peut-être très mal, hein, je m'excuse pour les gens qui prononceraient mieux que moi. Elle a eu lieu en 1942 et c'est, la plus importante menée par les forces françaises libres et ça permet une victoire des Alliés face aux Allemands et aux Italiens. Et ces batailles menées par les forces françaises libres, heu, notamment en Afrique du Nord, aussi, plus dans en Afrique subsaharienne, on parle d on a été appelée des fois la guerre du désert, parce que, bah, il y a, les forces armées qui se déplacent dans des zones souvent désertiques. Vous voyez ici, des chars, dans le désert. Donc, guerre du désert, c'est le petit surnom, de ces batailles qui ont lieu en Afrique, notamment en Afrique du Nord. Et donc les forces françaises libres ont aussi un enjeu et participent à la libération de la France à la fin. Les effectifs représentent environ 3 000 hommes au début et en fait ça augmente au fur et à mesure pour arriver à 60 000. Et comment ça se fait que ça augmente? Bah, alors c'est déjà qu'il y a des gens qui, partent, qui quittent, la France, qui arrivent à s'échapper et qui rejoignent les forces françaises libres pour continuer le combat. Et puis il y a, les colonies. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la France a des colonies et ces colonies se rallient à la France libre. Ils rejoignent en fait, ils décident de ne plus être, loyaux, de plus être fidèles au régime de Vichy, mais plutôt au général de Gaulle et à la France libre et ils fournissent des soldats, une grande partie, hein, 60 des soldats des forces françaises libres sont des soldats qui viennent des colonies et là vous voyez, hein, couleur par couleur, au fur et à mesure, à quelle vitesse ils rejoignent les forces françaises libres et c'est comme ça que les forces françaises libres augmentent, c'est grâce aux colonies françaises, qui, donnent des soldats et qui se battent, hein, qui vont mourir pour libérer la France. Donc c'est enfin voilà, c'est quand même important. Donc ça, c'est pour la partie sur les forces françaises libres. Là, on va passer sur la deuxième partie, sur la résistance intérieure. La résistance intérieure, je vous avais demandé 2 choses. Je vous avais déjà demandé des exemples de mouvements. Alors il y en avait plein ici, hein, retenez-en un ou 2. Retenez, les francs-tireurs par exemple ou, l'organisation de résistance de l'armée, enfin ce que vous voulez, mais retenez un ou 2 mouvements. C'est juste pour illustrer le fait que la résistance intérieure au début c'est spontané. C'est-à-dire c'est des gens qui sont contre, le fait que la France soit occupée, qui sont contre le régime de Vichy et qui vont, décider de s'opposer, résister. Alors ils sont vus comme des terroristes, hein, par le régime de Vichy, il faut bien, penser l'histoire, c'est une question de point de vue. Eux, ils sont des résistants, pour le régime de Vichy, ce sont des terroristes parce qu'ils vont, enfin on reviendra sur leurs actions, hein, mais elles sont très violentes leurs actions et donc, bah, comme c'est spontané, il y a plein de petits mouvements qui apparaissent par-ci par-là avec des noms différents. Alors combien ils sont? C'est une question qui est très difficile, hein, parce qu'ils sont pas recensés. Au début, on estime que c'est 2 à 3 de la population et puis il y a une augmentation progressive qui s'accélère beaucoup, beaucoup à la fin, hein, puisque vous voyez entre le début 1944, on passe de 100 000 à 400 000 au moment de la libération, donc en à peu près 6 mois, parce que quand, une partie des gens se rend compte que la guerre va être gagnée, ils rejoignent la résistance, parce que, c'est pour rejoindre le camp des vainqueurs, en fait. Donc voilà, il y a une part d'opportunisme, d'une partie des résistants, mais il y en a qui étaient là depuis le début et il y en a beaucoup qui sont morts en essayant de libérer la France. Voilà, ça c'est pour la résistance intérieure. On va voir un peu leurs actions parce qu'elles sont très nombreuses. J'ai fait une liste ici. On voit des sabotages, hein, qui est illustré d'un document du manuel. Donc un sabotage, c'est par exemple, beaucoup faire, exploser les ponts ou les voies de chemin de fer pour éviter l'avancée des armées allemandes. Mais ça passe aussi par, de la communication, par des journaux pour essayer d'aller contre la propagande allemande ou de Vichy. Puis ça peut être de l'aide aux fugitifs, hein. Les fugitifs, ça peut être, des juifs, ça peut être, des soldats alliés et cetera, donc donner des vêtements, mais aussi donner des nouveaux papiers, transporter des armes pour aider, hem, les soldats alliés, l'élimination des collaborateurs, donc ça c'est, des assassinats, hein, c'est pour ça que je dis, c'est très violent. Il y a les maquis. Les maquis, c'est des zones, qui sont souvent dans des zones montagneuses, très difficiles d'accès, où se cachent les résistants où ils vivent, dans ces zones très difficiles et ils essaient d'organiser leurs actions depuis des maquis.
Donc voilà, je vous ai mis la définition, c'est des zones à l'écart où les résistants se cachent pour lutter contre les Allemands. Donc voilà, des actions très variées, hein, retenez-en plusieurs, c'est important, ça a vraiment, eu un rôle, aussi dans la libération de la France. Et donc eux, contrairement au FFL, ils agissent dans le territoire français, dans la zone libre ou dans la zone occupée, mais voilà, directement, on va dire, en France, alors que les forces françaises libres, elles essaient d'aider les alliés en dehors de la France. Et donc le dernier point, le dernier cadre que vous avez dans votre fiche, c'est la question de l'unification. Je vous ai dit à l'origine, il y avait plein de petits mouvements, sauf que vers la fin de la guerre, il y a eu une volonté d'unir ces mouvements pour qu'ils soient plus forts et puis qu'ils puissent, plus tard former un début de gouvernement. Donc c'est le général de Gaulle qui a essayé d'unir les mouvements de la résistance et pour ça, il charge Jean Moulin. Jean Moulin, c'est un grand résistant français, de s'occuper de l'unification de ces mouvements. Et donc ça passe par la création en mai 1943 du CNR, le Conseil national de la résistance, donc dirigé par Jean Moulin. Donc ce CNR, c'est l'organisme qui dirige et qui coordonne les différents mouvements de la résistance intérieure française. Et donc l'objectif, hein, vous avez tout écrit, c'est d'unifier toutes les actions qui avant étaient dispersées, donc toutes les actions de la résistance pour qu'elles soient plus efficaces. Donc voilà, vous pouvez comprendre, hein, cette idée. Si c'est coordonné à l'échelle de la France, ce sera plus efficace que si chacun fait, un truc de son côté. Et cette unification, ça permet la création des forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui sont le résultat de la fusion donc des principaux groupes, que vous avez vus, hein, la première question sur la résistance intérieure. Donc c'est la fusion des différents groupes, de la résistance intérieure et donc qui prennent le nom de forces françaises de l'intérieur, de FFI. Donc voilà, là on a vu, les FFL et la résistance intérieure qui sont les 2 grands mouvements, hein, à l'extérieur et à l'intérieur du pays avec des actions variées qui vont de continuer la guerre à, du sabotage, des assassinats, des faux papiers et cetera. Donc ça, c'est important. Et donc sous ça, ah oui, j'ai la définition ici. Ce rôle des mouvements, des différents mouvements de résistance, ça aide en fait, à la libération de la France, hein, avec la suite au débarquement de Normandie, hein, bien sûr, c'est ça le principal, mais ils aident vraiment, les alliés à libérer la France et donc symboliquement, la capitale, Paris, est libérée le 24 août 1944. Il y a un discours, très célèbre de Gaulle sur, la France, qui a résisté. Alors, je vous ai mis en gras, hein, il faut être très prudent avec l'appui et le concours de la France tout entière. Heu, En fait, c'est faux. Vous avez vu les chiffres sur les résistants, c'est une petite minorité et ça m'amène un peu à la dernière grande idée, hein, qui sont les différentes attitudes des Français pendant la guerre. Et ben, il y a une minorité qui a collaboré, une minorité qui a été résistante et puis la majorité, ce sont des attentistes. Attentistes, bah, ça vient du verbe attendre, c'est-à-dire des gens qui essaient avant tout, bah, de survivre, hein. Les conditions de vie sont très difficiles et qui essaient de survivre sans s'impliquer ni d'un côté, hein, ni dans la résistance, ni de l'autre, ni dans la collaboration et ça a été le cas de la majorité des Français. Et voilà, avec cette, dernière idée, en fait, je termine le chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale qui était très long et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.